Ce balado est une initiative des producteurs et productrices acéricoles du Québec, financée par le Créneau acéricole et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, en partenariat avec Financement agricole Canada, le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. L'industrie acéricole est en pleine effervescence. Ce balado s'adresse aux passionnés qui veulent tout savoir sur l'érable. De la forêt à la table. Un petit conseil avant de commencer l'épisode. Allez sur la page du balado La Station acéricole sur Apple, Spotify, YouTube ou n'importe quelle autre plateforme où vous écoutez vos balados et cliquez sur le bouton Suivre. Comme ça, tous les nouveaux épisodes vont se télécharger automatiquement sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Bon épisode! Bienvenue dans la 3e saison de notre balado La Station acéricole. Je m'appelle Sarah Maud Raymond et je suis conseillère aux communications au PPAQ. Dans notre 2e saison, on a rencontré un producteur de la relève acéricole qui nous a partagé ses enjeux de démarrage. Dans cet épisode, on aborde un autre récit de relève avec notre invitée Émilie Blondeau, mais cette fois, on s'attarde sur les défis qui arrivent durant une première année de production. L'ingénieur forestier au Club acéricole du Sud, Philippe Leduc, nous partage ses conseils pour que vos premières années de production soient plus faciles. Notre première invitée, Émilie Blondeau, a un parcours universitaire à la base. Agroéconomiste de formation, elle découvre la sériculture en étant à proximité de ses érables, au quotidien. Au niveau de mon parcours professionnel, il n'y a rien en tant que tel qui me prédestinait à la sériculture. J'ai toujours eu un intérêt pour l'agriculture. J'ai fait des études préuniversitaires, puis ensuite des études collégiales un peu plus spécialisées, avant de m'essayer en agronomie, parce que pourquoi pas. Je voulais reprendre une ferme laitière à ce moment-là. Ça a été un peu compliqué, ça n'a pas fonctionné. Donc, à la fin de mes études en agroéconomie, j'ai fait l'achat d'une terre à potentiel acéricole en connaissant le programme des PPAQ de relève, en sachant qu'ils émettaient du contingent chaque année. Puis, à l'âge âgée de 23-24 ans, je me suis dit, bien, je vais avoir jusqu'à 40 ans pour appliquer année après année. Puis, un jour, probablement que je vais gagner du contingent. Ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il y aurait une grosse émission cette année-là, puis que je sortirais au tirage. Par conséquent, ça s'est tout fait d'un coup. À ce moment-là, j'étais aux États-Unis. Je travaillais comme cowgirl sur un gros ranch dans le sud-ouest des États-Unis. Donc, je suis revenue. J'ai pris un peu d'expérience en acériculture. L'émission, on se rappelle, était en décembre. Donc, il y avait une saison qui approchait. Revenue aussi rapidement au Québec, avec du contingent, des connaissances théoriques, mais peu de pratique, Émilie a dû se retrousser les manches et plonger tête première dans le projet. Elle a rédigé quelques demandes de subventions, son plan d'affaires et son budget en parallèle, pendant que sa mère l'aidait en achetant ses équipements sur Marketplace. Tout était là pour vivre une bonne saison. Dans mon cas, ça a été ma meilleure saison à vie. Ça pouvait pas en être autrement. Puis, en plus, les conditions se sont avérées être parfaites, mais moi, dans tous les cas, ça aurait été ma meilleure saison. Il y a eu énormément d'apprentissage, énormément d'erreurs, mais je suis quand même très, très fière d'avoir mis ça tout ensemble. Puis, le premier sirop aussi, ça fait un peu drôle, mais c'est quand même aussi ton sirop le plus cher à vie. Il n'y a rien d'amorti, tout est neuf. Donc, la première goutte de sirop, c'est comme, wow, c'est vraiment de l'or en barre, là. Malgré cette première saison exceptionnelle, Émilie a quand même rencontré des défis. Parmi les erreurs que j'ai faites, parce qu'il y en a plusieurs, on pourrait passer beaucoup de temps à en discuter. Je dois dire qu'il a fait chaud à un moment donné dans les pannes plates en avant. Ça a eu envie de caraméliser beaucoup. Il y a eu évidemment des valves qui ont été laissées ouvertes. Il y a du sirop qui s'est perdu par terre. Une qui a coûté assez cher aussi, c'est d'avoir mis du concentré dans ma grande panne alors qu'il y avait de l'acide. Donc ça, c'est un petit peu dur à sauver, du sirop dans l'acide. Quelque chose que je dirais qui est à ne pas refaire de mon côté, puis que c'est déjà réglé au moment où on se parle, c'est d'avoir un bulk tank, donc un réservoir isolé, mais pas réfrigéré. C'est un manque d'organisation de ma part. Donc quand j'ai voulu faire venir le frigoriste, mon chemin n'était pas assez beau, donc c'est pas rendu. Mais ce qui se passe là-dedans, c'est qu'on a un beau milieu fermé avec un liquide concentré en bactéries qui se multiplie, ce qui mène à du filant. Du sirop filant, c'est drôlement visqueux. Quand tu n'as jamais vu ça, tu le reconnais tout de suite.
c'est pas très appétissant, ça sent pas très bon. Puis en fait, c'est un gros party de bactéries. Puis ça s'est produit quand même à quelques reprises. Ça aussi, c'est un apprentissage. En fait, c'est de la logique, mais quand qu'on gère tout en même temps, on dirait que des fois, ça fait beaucoup la première année. Les erreurs de débutants ou de débutantes, dans ce cas-ci, Émilie se les explique facilement par son inexpérience. Mais comment explique-t-elle ses réussites? Outre les petits déboires dont on vient de parler, il y a eu quand même beaucoup de réussites, puis de succès, puis de fierté. De faire du sirop en soi, c'est quand même un exploit quand tu n'as jamais fait ça, d'avoir passé au travers du processus de collecte puis de transformation de la sève. Je dirais qu'on était très étanche et étonnamment étanche, plus que j'aurais pensé. Bon, les gens d'expérience ont dit que c'est normal, tu avais un réseau de tubulure neuf, mais quand tu n'as jamais fait ça, tu sais pas nécessairement par où commencer. Donc, cet aspect-là, vraiment, ça a été une fierté. On l'a monitoré à la main, là, manuellement. Je fais quand même beaucoup de pas et de déplacements plusieurs fois par jour pour aller regarder ça. D'avoir, entre guillemets, survécu à la saison aussi, parce que parfois, je parlais de ma famille, on a aussi mes grands-parents là-dedans qui sont venus énormément. Eux autres, ils se rappellent d'en avoir fait avec leurs parents dans le temps à la chaudière, puis eux autres, ils avaient des bons conseils, mais parfois, la cohésion de tous ces gens-là dans un moment de stress, mais ça change un peu la dynamique. On découvre des aspects des gens qu'on n'avait pas nécessairement vus, donc d'avoir tout passé au travers de ça, puis d'être dans une grande famille unie qui s'aime, c'est quand même pas rien. Le succès qu'on a eu dans la dernière saison, outre les facteurs qu'on ne peut pas contrôler, je crois que ça passe vraiment par une bonne planification, des coûts fixes le plus bas possible. Les équipements, on l'entend souvent, on dirait, mais l'argent est dans le bois, comme ils disent, puis d'avoir la cabane équipée au dernier cri, c'est pas nécessairement ce qui est le plus payant. En fait, c'est de ma courte expérience, ce n'est pas le cas. Donc, la planification, les bas coûts fixes, puis d'avoir du soutien au niveau technique, d'avoir des conseillers, des amis, des gens passionnés autour de soi, ça, c'est vraiment ce qui a fait qu'Érablière Chacam a eu une belle première année. Puis, je ramène aussi la famille, donc le support aussi de son entourage, parce que probablement, ça n'a pas été mon cas. J'ai eu de la visite comme j'aurais même pas espéré. Parfois, ça passait pas en camion, mais les gens se rendaient quand même. Mais ce support-là, puis cet encouragement-là aussi, quand les journées que ça va moins bien ou les nuits plus courtes, c'est vraiment des facteurs de motivation et de succès importants. La force du réseau semble être un essentiel pour Émilie. Son désir de ne pas être seule dans ce projet est un moteur constant dans son développement d'affaires et on pourrait même dire dans son développement personnel. Pour ma part, ça a pris la forme, entre autres, de clubs d'encadrement technique, puis plus qu'un, parce que d'une région à l'autre, parfois, on voit des mentalités différentes, puis de me déplacer. Pour moi, vraiment, ça valait le coup. Puis de rencontrer aussi toutes les gens qui sont là, parce que souvent, ces clubs-là ont aussi des journées portes ouvertes où tu peux visiter des entreprises, rencontrer des gens, puis échanger. Les premières fois quand tu es néophyte, que tu te présentes à ces événements-là, tu fais « Ah, ouais, mais tu comprends rien ». Les gens te présentent vraiment tout plein de détails techniques, mais ça fait pas nécessairement de sens. Mais à force d'y aller, puis à force d'avoir les mêmes commentaires qui reviennent, on finit par comprendre un peu ou justement à poser plus de questions qui mettent tous les pièces du puzzle ensemble. Donc, pour moi, à ce niveau-là, les clubs d'encadrement, les journées portes ouvertes, ça a été un gros plus. Les conseillers, mais aussi les membres. Réseauter n'est pas le seul engagement qu'Émilie prend. Elle investit aussi beaucoup de son temps dans des implications qui font avancer le milieu acéricole. Pour moi, l'implication syndicale a commencé dès décembre 2021, donc à l'obtention du contingent. Je me suis fait en fait un devoir d'être pas simplement productrice acéricole, mais aussi entrepreneur, puis d'impliquer dans mon industrie, de la connaître, de mieux la connaître pour mieux l'apprécier, puis pour mieux la développer. En m'impliquant au PPAQ, c'est tout de suite l'effet que j'ai ressenti. Les gens qui sont là, ils ne sont pas là pour se plaindre. Il y a vraiment une motivation de développer, que ce soit du marketing, des nouveaux marchés, des nouveaux procédés.
On sait que le Québec, c'est un grand joueur dans l'industrie acéricole, donc pour moi, c'est encore plus important d'être présente puis de participer parce que c'était vraiment une position qui me permettait de faire une différence pour le sirop d'érable. Et qu'est-ce que la Émilie Blondeau, qui a vécu sa première saison des sucres, pourrait dire à la plus jeune Émilie Blondeau qui débute? Avec du recul, à la Émilie qui a gagné du contingent en 2021, je donnerais une tape dans le dos d'avoir mis un 20 de surplus dans ses budgets parce que clairement, ça a été nécessaire. Puis j'aurais peut-être suggéré d'en mettre un peu plus. Qui sait, il y a eu les taux d'intérêt. Il y a quand même quelques facteurs qui ont varié depuis l'émission en tant que telle. Je lui dirais quand même un beau bravo de s'être lancé vraiment dans l'inconnu. Puis d'avoir, c'était une belle dose d'adrénaline, c'est certain, là, de plonger dans l'inconnu. Puis je lui dirais aussi qu'elle a fait des bons coups, mais peut-être la prochaine fois, considérant qu'elle a une bouilleuse au bois, d'aligner la porte de garage de sa chaîne à bois avec sa bouilleuse. C'est supposé être en ligne droite, ça, et non en diagonale. Donc il y a quelques petites erreurs comme ça que clairement, il aurait pu être évité, mais dans l'ensemble, c'est superficiel. C'est important quand on est un jeune producteur de prendre du recul sur sa première année de production pour apprécier tout le travail accompli. Pour ceux qui s'apprêtent à débuter dans le domaine, Émilie a quelques conseils pour vous. Une recommandation que je dirais à tout le monde qui se démarre, c'est vraiment de s'entourer puis d'être conscient, de savoir qu'on ne sait pas, parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus. Les gens qui connaissent, eux, honnêtement, ils sont contents de partager leurs connaissances. Puis je l'ai vu, là, au bout du fil, là, j'avais des personnes qui étaient tout près, là, même si j'étais quand même sur mon lot isolé, enclavé. Ça a tout le temps bien répondu à l'appel, une petite photo sur un groupe Messenger. Ça, j'ai été absolument choyée et privilégiée d'avoir tout ce support-là. Qui n'était pas nécessairement à côté de moi à la cabane, mais qui était quand même tout près. Là. C'était exceptionnel. Philippe Leduc est ingénieur forestier. En tant que membre du Club acéricole du Sud, il est bien placé pour savoir à quel point les clubs acéricoles peuvent aider les jeunes producteurs. Et même les moins jeunes. Bien, le rôle d'un club d'encadrement technique, c'est d'aider les producteurs dans leur cheminement, autant au niveau du démarrage d'une entreprise que aussi de la relève, mais aussi l'amélioration de l'entreprise. Donc, les producteurs vont nous appeler, puis ils vont nous demander sur différents services qui vont... c'est du service vraiment à la pièce. Donc, si le producteur a besoin d'être orienté sur l'aménagement forestier de son érablière parce qu'il veut changer une portion de tublure, il se questionne sur son état de santé au niveau des érables, bien, il peut nous appeler, on va faire des diagnostics pour l'aider à cheminer là-dedans. Puis il y a aussi tout l'aspect amélioration du rendement. Donc, des fois, dans la relève d'une entreprise, il y a beaucoup de producteurs qui veulent améliorer les rendements, question de rentabilité. Donc là, on va vraiment les accompagner là-dedans, à savoir quelles sont les priorités, dans le fond, à mettre où mettre l'emphase en premier pour essayer de faire des fois des changements qui vont avoir des coûts qui ne seront pas très élevés, mais qui vont permettre d'améliorer le rendement quand même systématiquement. Donc là, c'est intéressant pour le producteur de cheminer là-dedans. Un autre aspect important qu'on peut bénéficier si on est membre d'un club acéricole, c'est l'aspect un petit peu communautaire du club acéricole. Donc, les membres vont se rencontrer. Pour donner un exemple, notre club à nous, si on est membre du club, on a 4 journées de formation qui sont données dans l'année sur différents sujets. Donc, des fois, on va recevoir des gens de l'industrie qui vont venir nous faire des conférences ou si on a des sujets spécifiques, des sujets qui sont d'importance une ou telle année, comme là, pour ne pas le nommer, exemple les chlorates, là, c'est une problématique qu'on aborde. Puis il y a aussi des journées de réseautage. Là, habituellement, on fait une journée ou 2 de visite d'érablière. Donc ça, c'est souvent des trucs qu'on va se faire demander par les producteurs. Ce qui est le fun, c'est que ça donne des journées d'échange où les producteurs peuvent échanger, peuvent aussi voir d'autres installations,
voir une ergonomie de cabane à sucre qui va être complètement différente dans quoi ils travaillent. Ça va lui donner des idées pour améliorer leurs installations. Donc ça, c'est des journées qui sont vraiment appréciées par les producteurs, puis qu'on essaie de faire à tous les ans. Un club d'encadrement technique offre du soutien aux producteurs, et pas seulement au démarrage. Certaines erreurs sont récurrentes d'une érablière à l'autre, surtout quand on commence. Philippe nous dresse une liste des erreurs typiques, et l'exemple du mauvais alignement de la porte qu'a vécu Émilie s'y retrouve justement. Le producteur qui démarre, il a une idée préconçue. Il pense mettre la station de pompage à tel endroit. Il a déjà fait un léger travail de débroussaillage pour savoir un peu où s'en aller. Puis des fois, on va y péter sa balloune un peu. Ce que ça va lui permettre, c'est de justement s'assurer que ce qu'il va faire, ce qu'il va réaliser, ça va être la bonne chose. T'sais, si la station de pompage est mal positionnée à l'année 1 parce que, bon, ils ont mal calculé les pentes puis tout ça, mais ça peut être très coûteux pour, le rendement futur de l'érablière. Puis la journée qu'il va se rendre compte que ça fonctionne pas, ben il va avoir des modifications à faire, puis ces modifications-là peuvent être coûteuses. Donc des fois, d'avoir l'avis externe d'un conseiller acéricole, ça va lui permettre de justement s'assurer que sa décision est soit la bonne ou peut-être pas la bonne, puis d'avoir tous les points positifs, négatifs de la décision qu'il veut prendre. Exemple, juste dans l'ergonomie de la cabane, ben, on met un évaporateur au bois, ben, ça prend une porte d'accès pour la chaîne à bois. Vis-à-vis l'évaporateur, éviter le transport. Réservoir de concentré, il faut que ça soit à gravité, donc au 2e étage de préférence, pour que ça descende à l'évaporateur. Donc, tu sais, il y a plein de petites subtilités comme ça c'est juste des 2 exemples. Mais dans l'ergonomie de travail, puis dans le confort à long terme de la bâtisse acéricole, ben c'est important que le producteur soit au courant de ça. Donc ça, c'est des trucs que le conseil acéricole peut amener, que si le producteur fait lui-même ses plans, ben peut-être qu'il pensera pas à ça, puis il va être capable de produire pareil. Mais au niveau du confort, ça va être moins intéressant. Souvent, quand c'est des producteurs qui viennent pas du milieu acéricole, ben des fois, ils vont rencontrer des problèmes au niveau de la transformation du sirop. Donc, des défauts de saveur qui vont apparaître juste parce que ces producteurs-là ont peut-être une moins bonne connaissance de la transformation du sirop, de sa conservation, mais aussi de toutes les étapes qui vont amener à la transformation, donc la conservation du concentré. Qu'est-ce qu'on fait si j'ai une période d'arrêt de 1 semaine, 2 semaines au travers d'une saison des sucres? Si j'ai un départ hâtif, puis j'ai une période d'arrêt, ben qu'est-ce que je fais avec l'évaporateur que l'eau d'érable, elle a été bouillie, mais pas rendue en produit fini? Donc, au niveau de la conservation, des fois, ça peut amener des défauts comme du sirop filant ou des problèmes de sirop suri ou des sirops qui vont avoir des caractéristiques pas intéressantes pour l'industrie, mais qui vont juste être produits en fonction des circonstances qu'on a une mauvaise connaissance de quoi faire dans ces périodes d'arrêt-là. Si on n'a pas de période d'arrêt, qu'on a un bouillage qui va être régulier à tous les jours, ben, on ne rencontrera pas ces problèmes-là. Je pense que aussi, comme nouveau producteur, tout le monde fait ses classes. Donc, il y a de l'apprentissage, quelle date je vais entailler, à quelle date il faut que j'aille finir, je vais-tu être prêt à temps? C'est toutes des choses à penser. Si les producteurs qui sont en démarrage ou en relève vont chercher un peu d'aide ou vont assister à des conférences ou s'informent quand même assez bien, il y a beaucoup de réseaux de diffusion d'informations quand même aujourd'hui en acériculture. Les journées acéricoles, c'en est un exemple, là, tu sais. Donc, juste ce genre de journée-là, ça permet d'apprendre des fois certains détails qui vont permettre d'éviter certaines problématiques qu'on peut vivre là, en démarrage d'entreprise. Et si un producteur aimerait se préparer au maximum pour éviter de faire des erreurs lors de sa première ou sa 2e saison, c'est quoi les trucs? Il n'y a pas de meilleure école que de le faire puis de l'apprendre sur le terrain. Puis c'est sûr que si on a un background déjà acéricole, qu'on a des parents ou des grands-parents ou de la famille qui a déjà une érablière en exploitation, puis qu'on a travaillé avec ces membres de cette famille-là, ben des fois, ces petits détails-là, on les sait déjà en commençant ou en démarrage d'entreprise, tandis que si on vient complètement d'un autre milieu,
on s'en va un petit peu dans le néant. On essaye d'aller chercher la meilleure information. On parle aux conseillers du manufacturier, on parle aux conseillers acéricoles dans certains cas. Puis, on chemine là-dedans. C'est sûr que pour faire un tri au niveau de l'information qu'on peut recevoir en tant que nouveau producteur, c'est sûr que la meilleure personne ressource, selon moi, c'est un conseiller acéricole indépendant. Première des choses. Puis si on n'a pas accès à ça ou c'est quelque chose, c'est un service qu'on veut pas bénéficier pour x, y raison, il y a toujours les CTTA ou les cahiers de transfert technologique en acériculture. Les intervenants qui ont des connaissances plus pointues dans le domaine acéricole, comme Philippe, l'ont principalement appris par la pratique sur le terrain. Parce qu'encore aujourd'hui, il n'existe toujours pas de formation universitaire dédiée à l'acériculture. Ce qui est arrivé aussi avec les érablières, c'est qu'on est parti où on avait un niveau, si on veut, de second rang. On avait souvent une érablière en arrière d'une ferme laitière ou d'une autre production agricole. L'acériculture, c'était seulement un revenu d'à côté. Puis on a comme gardé cet aspect-là artisanal. On a comme oublié qu'avec toute la technologie puis les avancées, qu'aujourd'hui, on peut exploiter des centaines de milliers d'entailles, puis que c'est rendu une industrie, puis c'est plus une cabane à sucre, c'est plus un centre de bouillage ou un centre de transformation, dans le fond, qu'on opère, là, avec des employés. Donc, il y a plein d'aspects qui ont changé par rapport à ce qu'on faisait il y a seulement 40 ans. T'sais, la production de sirop, il y en a toujours eu, mais dans les années 70-80, c'était relativement artisanal. On peut dire que c'est à partir des années vraiment 2000 que là, on a vraiment eu une évolution ou une industrialisation de la sériculture, en même temps qu'on a eu des gains en productivité immenses avec les différentes technologies, tublure, vacuum, étanchéité. L'expertise s'est bâtie, mais c'est une industrie qui est très jeune encore, si on veut. Si on la compare à une autre industrie, que ce soit industrie métallurgique, industrie chimique, où il peut y avoir des centaines et des centaines d'années de recherche puis d'amélioration dans ces industries-là, nous, on a une industrie qui est au début de sa vie. Là. En 40 ans, c'est très peu quand on pense à ça au niveau du développement, de tout ce qui se fait comme recherche. Puis même chose au niveau de la recherche fondamentale. L'arbre, on le connaît pas comme c'est là. On connaît à peine ses mécanismes de coulée. Puis pourquoi une année il coule plus, une année il coule moins, pourquoi plus sucré, pourquoi moins sucré, c'est des questions qu'on a de la difficulté à répondre encore. Donc, on en connaît plus sur le produit fini, sur ce qu'il y a dans le sirop d'érable, sur les oligo-éléments, sur les aspects antioxydants, que ce qu'on peut connaître sur l'arbre en ce moment. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Il y a de l'industrialisation qui se passe en acériculture, puis éventuellement, probablement qu'on va avoir des formations plus poussées qui vont sortir dans le domaine, mais c'est juste, on est dans la courbe normale d'apprentissage d'une industrie qui commence. L'industrie acéricole est encore toute jeune et le développement passera par des regroupements comme les clubs d'encadrement technique et le créneau acéricole, mais aussi par le développement de formations plus spécialisées dans le domaine acéricole. Et bien sûr, nous aurons toujours besoin de jeunes producteurs, comme Émilie Blondeau, pour s'impliquer et prendre la parole pour le développement de l'industrie. Dans notre prochain épisode, on jase de chlorate avec Luc Lagacé du Centre Acer et Serge Dubois, acheteur autorisé. On aime vous lire, avoir vos commentaires, vos suggestions et vos idées de sujets. Écrivez-nous par courriel à la stationacéricole@gmail.com. Si vous avez aimé le balado, partagez-le donc à quelqu'un de votre réseau acéricole. Vous pouvez écouter les autres épisodes sur Apple, Spotify, YouTube et sur notre site web au ppaq.ca. Je m'appelle Sarah Maude. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.